Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Paris, au Collège de France, dans un des 22 bureaux d'Yves Coppens. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléanthropologue, vous êtes professeur au Collège de France, donc membre de l'Institut. Vous êtes né à Vannes en 1934, vous êtes rentré au CNRS en 1956. Vous êtes auteur de plusieurs livres, on citera notamment Le rêve de Lucie en collaboration avec Pierre Pelot, Le genou de Lucie en 99 chez Odile Jacob et dernièrement Aux origines de l'humanité en collaboration avec Pastel Pic aux éditions Fayard. Vous avez été aussi conseiller scientifique sur le documentaire L'Odyssée de l'espèce. Et donc aujourd'hui vous nous faites l'honneur de nous recevoir pour parler des origines de l'homme. Alors, Monsieur Coppens, votre nom reste attaché à celui, bien sûr, de Lucie, bien avant même les livres que j'ai cités, c'est avant tout Lucie. Notre cousine, en quelques mots, qui était Lucie? Oui, d'abord Lucie, c'était un petit squelette. C'est un petit squelette qui n'est pas complet, qui est même loin d'être complet, mais qui, pour ces 3 millions d'années passées, est moins incomplet que les autres. C'est en ce sens qu'il a été intéressant à recueillir et à décrire. Et comme il a été découvert en 1974 par une mission donc, que je co-dirigeais dans l'est de l'Éthiopie, il a permis à cette époque-là, pour la première fois, de s'apercevoir que les préhumains, ce qui était assez logique mais inattendu, étaient à la fois debout, marcheurs, bipèdes, marchant sur leurs deux pattes postérieures, mais en même temps arboricoles. Il continuait à grimper, mais il n'en marchait pas moins. Et depuis, on a retrouvé ça sur d'autres préhumains, tels que Aurorine, de 6 millions d'années, tels que Ardipithecus, de 4 à 6 millions d'années. Et donc, c'est devenu une information qui maintenant est bien admise au sein de nos connaissances sur l'histoire de l'homme. Alors, est-ce que vous vous rappelez précisément de cette journée de novembre 1974, où en Éthiopie, dans la région de l'Afar, dites-moi si je me trompe, vous découvrez en fait avec Donald Johansson et Maurice Taïeb les restes de cet australopithèque? Est-ce que vous en souvenez précisément? Oui, très, très précisément, mais l'histoire est allée crescendo. Elle n'a pas été un grand choc tout de suite, tout simplement parce qu'on a trouvé d'abord quelques ossements que l'on a tout de suite bien déterminés comme susceptibles d'appartenir à un hominidé, à un préhumain. Mais on avait d'autres sites. Cette année-là, en 1974, on avait d'autres localités l'année précédente, en 1973, qui dans ce secteur avaient donné des restes d'hominidés. Donc c'était une localité de plus. Et on l'a appelée 288, et on a appelé cette localité localité A hominidé au pluriel. Et puis, dans les jours qui ont suivi, on a tamisé beaucoup tous les restes de ce sédiment, de cette couche, et on a trouvé d'autres ossements, beaucoup d'autres. On en a identifié 52, mais on en a trouvé des centaines. Il y a des tout petits qu'on n'arrivera jamais à situer, à placer. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de morceaux d'humérus droit, il n'y avait pas de fragments de tibia gauche, donc ça avait l'air d'être un individu. Et ça devenait beaucoup plus important parce que on n'avait jamais trouvé autant d'ossements d'un seul individu, d'une seule personne aussi ancienne, de plus de 3 millions d'années. Donc au départ, vous n'aviez pas l'impression immédiate de tomber sur quelque chose d'exceptionnel? Au début, on avait l'impression de tomber sur une localité de plus. Alors c'était extrêmement important, parce que c'est quand même ce que l'on cherchait, donc on était joyeux, mais pas outre mesure. C'était un site de plus. Et donc on s'est aperçu que c'était un individu, et c'est plus tard, plusieurs jours après, que découvrant dans les tamisages un fragment, presque la moitié du bassin, on s'est aperçu que c'était un sujet féminin. Donc l'appellation de Lucie, à la suite d'auditions d'une cassette des Beatles qui chantait Lucy in the Sky, l'appellation de Lucie est venue tard en quelque sorte, et notre intérêt pour cette personne et pour cette découverte est allé en croissant, en grandissant,
d'un jour à l'autre et à l'autre et à l'autre, mais ça n'a pas été un grand choc du premier coup, ça a été un choc à terme, quoi. Votre théorie List Side Story permet d'expliquer de façon simple et élégante l'apparition de la bipédie, l'évolution du volume du cerveau et en conséquence l'apparition progressive de la conscience. En quelques mots, quelle est cette théorie? Oui, ben cette théorie, il n'est pas sûr qu'elle tienne, mais il n'est pas sûr non plus qu'elle soit détruite. Merci de l'appeler élégante. Je trouve en effet qu'elle est simple, mais elle est même simplette. Et c'est comme ça qu'on avance. L'idée est la suivante, c'est que étudiant les restes anatomiques et la physiologie des hommes et des grands singes d'Afrique, étudiant aussi leurs caractéristiques moléculaires et génétiques, on s'est aperçu que ces grands singes africains, notamment les chimpanzés, les bonobos et les hommes, étaient si proches qu'ils avaient ensemble des ancêtres communs. Ces ancêtres communs, on les plaçait moi je les ai toujours placés autour de 8 millions d'années, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. C'est en gros cet ordre d'idées-là. Or, il se trouvait que dans la nature, dans la géographie de l'Afrique, les restes des plus anciens préhumains se découvraient dans un certain secteur, pas les restes, mais les chimpanzés et les bonobos vivants se trouvaient dans un autre secteur, et qu'entre ces deux secteurs, comme par hasard, passait la Rift Valley. Ça voulait dire donc que si on avait eu des ancêtres communs, ces ancêtres avaient été coupés en deux, enfin leur population avait été séparée, coupée en deux, les uns appartenant à une région de l'Afrique, les autres à une autre région, et quand on regardait ce qu'étaient ces régions, l'une, la plus occidentale, était la plus forestière, l'autre, la plus orientale, était la plus, c'est ça, la moins forestière et la plus occupée par de la savane. Or, ça tombait bien, puisque les chimpanzés et les bonobos sont adaptés à la forêt, et les préhumains, petit à petit, sont adaptés à un territoire beaucoup plus découvert. Et en plus, on savait fort bien, en zoologie, en botanique, à plus forte raison en paléontologie, en paléozoologie, que les nouvelles espèces apparaissent plus volontiers dans des isolats. Comme les îles, par exemple? Oui, comme les îles, par exemple, oui. Mais comme les îles aussi que constituent les forêts, comme les îles que constitue la séparation d'une grande région comme l'Afrique orientale par la Rift Valley. Tout simplement parce que dans une île, on se trouve confronté à une population plus petite, et donc le choix des alliances est moindre, et le mélange des gènes est un peu différent de ce qui se passe sur un territoire beaucoup plus vaste, où il y a un choix beaucoup plus grand. Donc tout ça marchait bien, et c'est pour ça que j'avais fait de l'Afrique orientale le berceau plausible de l'humanité. Comme il y a eu des découvertes depuis, notamment celle de Toumaï. Alors justement, j'y venais. J'y venais. Donc en 1995, vous révisez votre théorie, qui n'est, vous le rappelez, pas peut-être entièrement fausse, pas entièrement vraie. Et de toute façon, les théories tiennent 20 ans tout au plus. Donc vous révisez votre théorie à cause de la découverte d'un certain Toumaï, d'abord appelé Abel, à l'ouest du Rift. Alors Yves Coppens, est-ce à dire que des conditions climatiques identiques en deux endroits différents aident à donner deux effets identiques, l'homme? Je pense également aux travaux de Paul Sondard dans les îles grecques. Oui, c'est trop tôt pour vous répondre. Mais d'abord, je dois préciser que Abel, c'est une découverte en effet de 1995, et c'est un reste d'hominidés, de préhumains de 3,5 millions d'années, en gros. Et Toumaï, c'est une découverte de 2001, de 7 millions d'années, c'est un autre. Mais ça signifie en effet que s'il y a eu origine dans l'Est, et puis diffusion ensuite, la diffusion s'est faite très tôt, très très tôt. Mais peut-être, enfin tout est permis, tout est possible aujourd'hui, c'est-à-dire que peut-être que l'origine est à l'ouest et puis qu'elle a diffusé ensuite vers l'est, ce que je ne crois pas véritablement, mais pourquoi pas.
ou que le berceau ait été beaucoup plus vaste que je ne l'avais imaginé et qu'il soit simplement associé aux tropiques de l'Afrique sans plus de précision géographique. Alors c'est l'heure de la première pause musicale, vous avez choisi Alan Stivell. Je crois que vous connaissez particulièrement ce musicien. Oui, je le connais bien parce que nous nous sommes rencontrés à bien des reprises et notamment pour fabriquer des émissions de télévision communes, à Rennes par exemple. Et puis il n'y a pas encore longtemps, à Rennes, à l'occasion de la sortie d'une BD. Ce qui avait pour site Condaté, c'est-à-dire la ville de Rennes. Vous voyez, enfin les grandes manifestations bretonnes parfois nous réunissent l'un et l'autre pour des raisons différentes, mais en tout cas les raisons amicales y trouvent leur compte. Et pardon spété un bête, et pardon spété un bête, et pardon spété un bête. Hop là y'en comme un scabelle. La 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 leno, la 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 leno, la la lo, la la lo, la la leno, la la leno, la 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 lo, la 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 lo. Mais c'est pas vrai, c'est big que, c'est pas vrai, c'est big que, c'est pas vrai, c'est big que, c'est pas vrai, c'est big que. Retour chez Yves Coppens au Collège de France à propos des origines de l'homme et aussi à propos du personnage Yves Coppens. Yves Coppens, vous avez déclaré être un humaniste optimiste, vous avez déclaré aussi que l'homme se sait responsable. Est-ce parce que vous pensez que l'homme sait s'adapter à son milieu en toute occasion ? Oui, c'est pour 36 000 raisons. Hein. D'abord, je crois que l'homme, comme n'importe quel être vivant, s'efforce de suivre son milieu et de s'y adapter le mieux possible. Il fait partie de la biosphère, hein, il fait partie de la vie. Mais il y a quand même des êtres vivants qui n'y parviennent pas, donc lui, pour le moment, a merveilleusement réussi. Et si je me suis déclaré optimiste, c'est parce que j'ai beau regarder cette évolution de 15 milliards d'années, l'évolution, l'histoire des 15 derniers milliards d'années est une évolution qui se fait dans le sens de la complication de plus en plus grande et l'organisation chaque fois meilleure. Si l'organisation est chaque fois meilleure, pour moi ça s'appelle un progrès. Et que lorsque l'on passe de la nature à la culture, on a une certaine continuité qui fait que la culture elle-même, depuis 3 millions d'années qu'elle est apparue, se développe dans le sens de la complication et de l'organisation. Donc il semble bien que cette loi-là soit une immense, une très grande loi universelle, c'est-à-dire qui régit l'univers, en tout cas notre univers, l'univers dans lequel nous nous trouvons. Par ailleurs, lorsqu'on passe de la matière inerte à la matière vivante, puis de la matière vivante à la matière pensante, surtout ce dernier passage, on arrive à l'homme qui est le seul à savoir qu'il sait. Or, cet homme-là est étrange parce qu'il peut se définir par cette sorte de paradoxe, qu'il est à la fois libre de tous les débordements qu'on lui reproche, mais en même temps responsable. Et à chaque fois qu'il est libre de faire ce qu'il a envie de faire, il va un peu trop loin. Mais aussitôt, il y a une reprise en main de l'humanité. Il y a beaucoup d'inertie à vaincre, mais une reprise en main telle que la responsabilité met ses limites à la liberté.
et l'humanité redevient ce qu'elle aurait toujours dû être. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste du tout. Et finalement, la charte de l'environnement dont on parlera est une sorte de rappel à la responsabilité en plein cœur d'une liberté exacerbée. Donc c'est dans l'ordre des choses. Alors pour revenir un peu au mécanisme de l'évolution, on connaît le rôle de l'environnement dans cette évolution. La tectonique des plaques, le climat, les radiations solaires exercent en quelque sorte une pression sur le matériel génétique, c'est grosso modo Darwin. Et puis on parle aussi de pression interne, comme s'il y avait une programmation préprogrammée, si j'ose dire. Un peu comme si en quelque sorte un bateau secoué par les vagues gardait le même cap. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense sur la pointe des pieds, sur la pointe des lèvres, parce que ça prend tout de suite une allure de finalité. J'en pense que c'est quand même quelque chose comme ça. Parce que quand on regarde l'univers, on démarre avec des quarks. Il est sûrement plus simple d'ailleurs que les quarks, mais on ne les a pas trouvés encore. On démarre avec des quarks, et puis après avec des particules, et puis après avec des organisations de particules en atomes, et puis après avec des organisations d'atomes en molécules. Donc on va dans un certain sens de la complication. Et quand on arrive sur la Terre, il y a sûrement d'autres exemples, mais pour le moment on a que la Terre comme exemple, on passe de l'organisation de molécules entre elles à celle de cellules, et puis l'organisation de cellules entre elles à celle d'organismes pluricellulaires, et on passe au niveau du dessus. Donc tout ça est dans la même lignée, dans la même veine. La matière, si vous voulez, a l'air de n'attendre que la condition adéquate pour se compliquer et s'organiser. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous représentons aujourd'hui l'état le plus compliqué et le mieux organisé de la matière, et ce qui veut dire aussi que dans l'avenir, il n'y a pas de raison, si nous trouvons la parade aux diverses agressions dont nous sommes victimes, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas nous-mêmes vers des états encore plus compliqués et mieux organisés que de l'homme que nous sommes et du préhumain que nous étions. Nous avancions vers une forme de surhomme, superhomme, hyperhomme. De superhomme, peut-être aussi dans sa conscience, dans son intelligence, plus que peut-être dans ses capacités physiques. Oui, surtout dans ce qui fait l'homme, c'est-à-dire son développement nerveux, et notamment le développement de son système nerveux central, c'est-à-dire qu'il s'agit surtout du développement de son cerveau. Donc c'est beaucoup plus dans sa réflexion. Mais sa réflexion, c'est sa culture, et sa culture, c'est aussi bien ses facettes intellectuelles que ses facettes morales, ses facettes sociales, ses facettes éthiques, ses facettes esthétiques. Et c'est tout ça qui signifie la culture étant par définition tout ce qui n'est pas la nature. En quelques mots, Yves Coppens, que pensez-vous de la théorie de Teilhard de Chardin qui, lui, arrivait à relier le fait évolution à plus de conscience, voire plus d'amour? J'adhère tout à fait. Ce à quoi je ne peux pas adhérer, c'est au fait qu'il arrête l'histoire à nous. C'est-à-dire que l'homme, pour lui, c'est la fin, enfin c'est beaucoup dire, mais c'est le sommet de l'histoire, et qui ensuite se referme vers un point oméga qui est le Christ. Et évidemment, là, la science est dépassée par la théologie, et moi je suis incapable de suivre. Vous disiez, je ne suis pas missionnaire, mais scientifique. Ah, c'est autre chose, ça. Oui, j'ai dit ça, mais pas dans un sens religieux ou chrétien. Je voulais dire que moi je suis scientifique, en effet, je suis chercheur, donc je fais une recherche que j'espère honnête et rigoureuse, et ce que je trouve, j'en fais part. Et ceux qui m'écoutent, ou bien ils sont convaincus,
et j'en suis content, ou ils ne le sont pas, mais à la limite, ça m'est égal. C'est en ce sens que je ne suis pas missionnaire. Je suis évidemment plus heureux lorsque l'on m'écoute et que l'on me croit, mais à la limite, ce n'est pas véritablement mon affaire si ceux à qui je raconte mes histoires ne me prennent pas du tout en considération. Alors pour coller un peu à l'actualité, Le Monde ces jours-ci publié un article où Maurice Goodman, spécialiste de la paléontologie des primates au niveau moléculaire, a proposé d'intégrer les chimpanzés et les bonobos dans le genre Homo, considérant même que l'homme n'est qu'un singe remodelé. Stupidité. Je vais vous dire ce que je pense. D'abord, cette histoire-là, on la voit réapparaître régulièrement tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin c'est cyclique quoi. Que sur le plan de la classification, on mette l'homme et les chimpanzés dans le même groupe, et alors on fait ça depuis toujours. Que l'on considère l'homme comme un singe ou le singe comme un homme, ça n'a vraiment aucun sens, c'est une manière d'attirer l'attention sur lui, et ça n'apporte rien à rien et rien à personne. Enfin, les petits singes sont superbes, les petits chimpanzés sont merveilleux, ce sont nos cousins, et moi j'ai beaucoup d'intérêt pour eux, j'ai beaucoup d'admiration relative pour eux. Lorsqu'on étudie leur culture, on s'aperçoit, parce que forcément on ne s'est pas intéressé à eux auparavant, on s'aperçoit que leur culture est très intéressante, elle est stupéfiante, je n'oserais pas dire ça, mais on s'aperçoit qu'ils savent faire des choses, qu'ils ont beaucoup de réactions étonnantes auxquelles on pouvait ne pas s'attendre. Mais lorsque l'on étudie véritablement ces cultures de chimpanzés, et que l'on étudie leurs limites, pardonnez-moi, mais on trouve qu'on arrive vite à la fin de l'histoire, et que c'est plutôt pitoyable qu'autre chose. Alors que ce soit nos petits cousins, mais nos tout petits cousins qui sont arrivés jusqu'à un certain degré qu'on n'envisageait pas jusque-là, d'accord, de là à les mettre à notre niveau, enfin quand même, moi j'ai jamais vu aucun chimpanzé se réunir en colloque pour réfléchir sur l'évolution des chimpanzés. Ou écouter de la techno, un morceau que vous avez choisi, Yves Coppens, surprenant. Merci beaucoup. Ben, vous savez, la musique, c'est la musique en général, et la musique répétitive, comme peut l'être cette musique électronique, est tout de même très, très attrayante. Ça a été utilisé dans bien des sociétés depuis bien longtemps, et personnellement, ma foi, j'ai une oreille, une écoute intéressante parfois, je ne dis pas que c'est systématique, mais pour certaines pièces techno, oui, avec beaucoup de plaisir. Je vais à la fête de la techno d'ailleurs, régulièrement à Paris, avec mon petit garçon qui va avoir bientôt 8 ans. Et voilà, et tous les deux, on s'amuse beaucoup. C'était donc un morceau de techno choisi par Yves Coppens. Dans quelle mesure l'évolution d'Yves Coppens de vous a-t-elle dépendu de la pression familiale? L'ambiance familiale a sûrement joué. Mon père était scientifique, il était physicien spécialisé dans le nucléaire. Donc je ne suis pas allé vers la physique parce que ça ne m'attirait guère, et puis peut-être aussi parce que c'était l'affaire de mon père. Donc on aime bien se démarquer du père. Ceci étant dit, l'ambiance de recherche était dans la famille, était en permanence dans la famille. L'admiration de la logique, de la déduction logique était bien ancrée
dans nos esprits, et ça a dû jouer dans mon orientation, je pense. Vous êtes vous-même professeur maintenant, et vous avez dit quelque chose au sujet de vos étudiants qui m'a impressionné. Moi, j'ai entendu un autre professeur du secondaire qui a dit « Je ne suis pas payé pour aimer mes élèves », mais vous affirmez qu'il est important d'aimer ses étudiants. C'est deux visions complètement différentes. D'abord, moi, je m'en fiche d'être payé. Ça paraît bizarre, mais c'est ainsi. C'est pas la priorité. Et j'adore tous les jeunes gens qui gravitent autour de mon laboratoire, quoi. D'abord parce qu'ils sont tous passionnés, hein. Ils sont tous passionnés, hein. Je ne sais pas si c'est la matière qui veut ça, mais ils sont extraordinaires. Ils travaillent énormément, ils travaillent dans la direction évidemment de leur recherche, de leur thèse, etc. Mais finalement, le boulot qu'ils font m'est bénéficiaire. C'est moi qui en bénéficie aussi. Mais je veux dire qu'ils font le travail que je n'ai pas le temps moi de faire parce que j'en fais un autre. À chaque fois, ils m'apprennent des choses. Tous ces petits jeunes gens qui maintiennent une aura de jeunesse autour d'un laboratoire, c'est un bonheur et c'est un privilège. Alors dernière question Yves Coppens, à propos du mammouth Jarkov, qu'est-il devenu? Et aussi une question qui me taraudait depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas découvert un homme préhistorique congelé, ce qui serait quand même formidable de voir un de nos ancêtres? Oui, alors d'abord Jarkov va bien, merci. Il est toujours dans sa cave, dans cette petite ville de Ratanga. Il est dans la cave donc creusée dans le permafrost. On en a dégagé une partie et il y a d'une part les vertèbres thoraciques, d'autre part quelques organes, d'autre part le contenu stomacal. Enfin, on a progressé beaucoup. On en a trouvé d'autres depuis, un autre qu'on a aussi ramené dans la cave, beaucoup de restes d'animaux de cette même époque, c'est-à-dire des restes d'élands, de bisons, d'aurochs, de rennes, d'ours, de loups, de bœuf musqué, de cheval, de mammouth en quantité. Pas de rhinocéros, pas encore de rhinocéros. Mais le rhinocéros à long poil existait aussi à ce moment-là. Et en effet, vous avez tout à fait raison, je suis un petit peu à l'affût, en attente de cet homme qui, en l'occurrence, pourrait être ou un Cro-Magnon, ou à la limite même un Néandertal, ayant poussé sa chasse vers le nord, et ayant lui-même dérapé dans un marigot et s'étant fait prendre par la glace dans la nuit qui suivait, etc. Donc ce n'est pas impossible, mais pour le moment on ne l'a pas, mais ce serait évidemment formidable. Alors un scoop, ça y est, on a un nouveau mammouth là, c'est en Yakoutie, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus loin à l'est que Ratanga où on travaillait, que le Taïmyr où on travaillait jusque-là, et celui-là normalement a l'air beaucoup plus complet que ne l'était Jarkov. On a vu la personne qui l'a découverte, qui l'a repérée, et qui doit nous emmener dans un de ces jours prochains pour voir la pièce véritablement sur le terrain. Donc il y a un mammouth à l'horizon, pourvu que le chasseur soit derrière, quoi. En tout cas, Yves Coppens, on vous remercie pour votre passion, votre aimabilité de chaque instant. Et puis, qui sait, peut-être vous recroisera-t-on un jour sur Vannes. Oui, Vannes m'est cher, hein, de toute manière. J'y vais souvent, mais j'y vais de manière un petit peu capricieuse et anarchique. Ça dépend à la fois du temps et des occasions. Mais c'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir. C'est un pays de caractère, la Bretagne est un pays, dois-je le dire et le répéter, un pays de grand caractère, un pays auquel je suis évidemment extrêmement attaché. Merci Yves Coppens, au revoir.